Bienvenue à tous. Donc, ce webinaire est là suite au gel que nous avons connu courant avril. Donc, l'idée est bien de pouvoir vous donner des clés, que ce soit sur le domaine trésorerie, salarié, fiscalité, contrats commerciaux, pour que vous puissiez agir dès aujourd'hui sur vos exploitations. Donc, 3 personnes vont intervenir. En premier lieu, Gabriel Defrance, conseiller d'entreprise à Est-Centre-Loire. Julie Estève, un juriste en droit du travail à la FNSEA 18. Et Alexis Meignet, qui est juriste fiscaliste et qui est sur Est-Centre-Loire FNSEA 41. Donc, Gabrielle de France, je vais vous parler dans un premier temps de la problématique et des solutions dans le cadre du gel d'un point de vue financier. Pour vous expliquer dans un premier temps la problématique générale que vous allez potentiellement avoir en cas de perte de rendement, de perte de récolte. Vous avez un exercice normal jusqu'en juillet 2021 puisqu'il concerne la récolte 2020. C'est à partir de septembre 2021 que vous allez avoir votre perte de récolte apparente dans vos comptes. Et en fait, l'impact de cette perte de récolte 2021 va affecter vos exercices de 2022 et de 2023. Vous allez avoir des problématiques commerciales et donc des problématiques de trésorerie qui vont avec. Donc des exercices difficiles à venir et on va voir ensemble des éléments, des solutions pour y pallier. Alors, dans un premier temps, on fait une analyse de la situation en se demandant quelle est la perte brute, quelle marge ou dispositif de sécurité j'avais, quel est le besoin et à quelle échéance, et surtout comment je réponds à ce besoin. Alors, concernant la perte brute, on se demande quelle perte de rendement, mais surtout les incidences qu'elles peuvent avoir. Incidence financière, avec forcément une perte directe de chiffre d'affaires suite à la perte de rendement. Incidence commerciale, perte de clientèle, par exemple pour les viticulteurs qui avaient l'habitude d'une certaine clientèle de passage, qui vont plus pouvoir forcément les fournir puisqu'ils n'auront plus la possibilité de produire comme avant. Donc ça, c'est risque à moyen et long terme. Et puis des incidences contractuelles, l'impossibilité de respecter vos engagements que vous verrez par la suite avec mon collègue Alexis Meignet. En ce qui concerne les marges et les dispositifs de sécurité, au niveau des couvertures du risque financier, vous étiez peut-être assuré, donc à vous de faire les démarches auprès de votre assurance et de voir avec l'expert quand il passe ce que vous pourrez avoir. Et vous aviez peut-être, ça c'est vrai que c'est le cas des entreprises en bonne santé financière, une trésorerie de sécurité. Concernant la couverture du risque commercial, vous aviez peut-être également un stock des sécurités ou alors une structure de négoce à côté qui vous permet de faire l'achat-vente et de maintenir vos contrats. Voilà. En ce qui concerne le besoin et les échéances, nous vous conseillons vraiment de réaliser un prévisionnel sur 3 à 5 ans. C'est un outil qui peut vraiment vous aider. Le principe est tout simple. Vous prenez votre excédent brut d'exploitation, EBE, auquel vous ajoutez ou vous retranchez en fonction du solde de votre trésorerie de sécurité. Vous enlevez vos prélèvements privés, vos annuités engagées, tout ce que vous autofinancez, et ça vous donne le solde de trésorerie qui sera excédentaire ou déficitaire. À ce moment-là, c'est là que vous devrez voir ce que vous faites. Par exemple, là, on prend une année, donc 2021. Alors, 2021, ça veut dire récolte 2020. Donc, vous avez un excédent brut d'exploitation de 70 000 euros qui correspond, on va dire, à voilà, votre cycle normal. Des prélèvements privés de 36 000 euros, des annuités de 25 000 euros, ce qui vous fait un solde de trésorerie de 9 000 euros. Vous aviez une trésorerie disponible de 10 000 euros des années précédentes. Donc, on est en trésorerie cumulée en 2021 à 19 000 euros. Donc, on voit que ce n'est vraiment pas cette récolte qui va la récolte 2021 qui va vous affecter le résultat de l'année 2021. C'est ce qu'on va voir là dans l'année 2022 où vous allez avoir un excédent brut d'exploitation qui va diminuer puisque vous allez avoir un chiffre d'affaires affecté par cet épisode de gel, des prélèvements privés qui ne peuvent pas baisser, annuités également.
et on va se retrouver avec un solde de trésorerie dans notre exemple à moins 26 000 euros négatif. Vous avez certes une trésorerie disponible de l'année précédente de 19 000 euros, mais qui ne permet pas de couvrir vos besoins en trésorerie de cette année. Et donc, on va avoir un besoin en trésorerie. En fait, vous avez besoin d'avoir potentiellement un court terme auprès de vos partenaires bancaires. Et voilà, ça va s'enchaîner en cascade comme ça, 2023, 2024, le temps de reconstituer vos stocks et de retrouver une trésorerie saine au sein de votre entreprise. Alors, on peut agir sur les prêts. Vous pouvez peut-être reporter vos annuités. Souvent, c'est prévu dans vos contrats de prêt. Normalement, il n'y a pas de frais, ça ne nécessite pas de nouveau contrat. Et les échéances, en fait, en termes de capital, sont juste repoussées en fin de prêt. Qu'est-ce que ça peut faire sur notre exemple? Donc, toujours cette année 2021 où on n'a pas d'impact, en fait, puisque c'était sur la récolte de l'année dernière. 2022, notre impact, avec des annuités engagées où on baisse l'annuité engagée et les 20 000 euros seront reportés sur les années qui suivent. Et là, on voit tout de suite qu'au niveau de la trésorerie, vous voyez, trésorerie disponible en 2022, 19 000 euros. Donc, on a une trésorerie donc ça, c'était la trésorerie de l'année dernière et qui va compenser les 6 000 euros négatifs de trésorerie 2022. Donc, certes, en 2023, on aura une trésorerie déficitaire, mais si on revient sur notre exemple d'avant, si j'y arrive, voilà, on était quand même à 38 000 euros de déficit de trésorerie en 2023, alors qu'avec une telle solution, on a baissé de 20 000 euros notre manque en trésorerie. Donc, ça peut être une solution pour pallier à cet effet. En ce qui concerne vos échéances et vos besoins, nous vous conseillons également d'affiner avec un budget de trésorerie sur 12 mois. Ça vous permet de prévoir des échéances comme la TVA, si elle est trimestrialisée pour vous, et de vraiment pouvoir voir vos échéances mensuelles et de faire appel à votre conseiller bancaire si vous avez besoin d'un court terme. Et vous pouvez surtout le prévoir plutôt que de l'appeler en ayant déjà du négatif sur votre compte, c'est toujours mieux vu et les choses avancent tout de suite plus vite. Pour déterminer votre besoin en trésorerie, 3 étapes. Donc, définir votre cycle d'exploitation. Donc, forcément, ça aura un impact sur votre besoin, puisque si vous êtes céréalier et que vous avez dû ressemer des betteraves, vous n'aurez pas le même cycle d'exploitation et pas le même impact que si vous êtes viticulteur et avez perdu voilà, votre potentielle récolte à venir. Ça va vous permettre d'évaluer votre besoin et surtout de couvrir ce risque. Les éléments déterminants pour les éléments déterminants pour connaître votre besoin en trésorerie. Alors, on a plusieurs composantes, celles qui créent du besoin et celles qui financent du besoin. Celles qui créent du besoin, bien entendu, ce sont les stocks, tout ce que vous n'avez pas encore vendu, les encours de production en terre, et puis les créances clients. A contrario, tout ce qui finance le besoin, c'est vos créances, vos dettes fournisseurs, et puis les dettes fiscales et sociales. Donc, les éléments de variation, on va avoir les cycles de production et surtout la saisonnalité de la commercialisation, les décaissements liés au cycle de production, le stockage qui permet vraiment d'avoir un impact significatif, et puis vos délais de règlement client et délais de règlement fournisseur qui peuvent vraiment faire jouer votre budget de trésorerie. Par exemple, on parlait du budget de trésorerie mensuel sur 12 mois. Ça, des délais de règlement client et fournisseur, vous pouvez essayer de négocier, ça peut vraiment faire la différence. Donc voilà un exemple de budget de trésorerie qui avait été réalisé par mon collègue Thomas Rigaud de l'ASC FIGA 37. Vous pouvez le retrouver sur le site FNSEA Centre-Val de Loire. Donc il y a le lien en dessous. Il avait également fait un tutoriel pour le remplir sur YouTube que vous pouvez retrouver facilement. Donc, un budget de trésorerie, je pense que vous commencez à savoir le faire. On avait déjà également réalisé un webinaire là-dessus où vous listez toutes vos dépenses, TVA incluse, et puis toutes vos recettes. Et ça vous permet de voir vraiment les mois où vous aurez besoin d'un crédit court terme, besoin de trésorerie. Donc, les solutions envisageables à court terme, on s'est dit utilisation de la trésorerie, de sécurité et du stock si vous en reste encore. La main-d'œuvre, les prélèvements sociaux et puis les contrats en cours,
C'est des choses que vous verrez avec mes collègues après. Et puis, des dispositifs à moyen et long terme, c'est par exemple pour les viticulteurs l'achat de raisins avec forcément du coup la création d'une structure de négoce à côté et puis l'action sur les emprunts. On va le voir après avec des reports d'annuités comme j'ai évoqué ou alors des renégociations et des emprunts de trésorerie court terme. Parce que pour agir sur les prêts, vous pouvez également demander peut-être une consolidation de prêts bancaires. En fait, vous faites un regroupement du capital restant dû de plusieurs prêts. C'est un nouvel emprunt pour ce montant et ça vous permet de faire baisser les annuités. Souvent, vous pouvez le remettre sur un peu plus longtemps. Bon, attention, parce que ça reste un nouveau prêt, donc il peut y avoir des frais de dossier, des garanties différentes de vos prêts d'avant et des taux également qui ne sont pas les mêmes. Pour un exemple, vous pouvez avoir deux prêts, donc un prêt avec un capital restant dû à 40 000 euros et l'autre un capital restant dû à 18 000 euros, sur des durées différentes, 3 et 2 ans, et qui vous faisait quand même des annuités de 14 000 et 9 300 euros. Avec un prêt de consolidation, on fait quoi? On reprend le capital, donc 40 plus 18, ça nous fait 58 000 euros sur 7 ans et des annuités qui ne sont plus que de 9 100 euros. Ça permet vraiment de répartir la charge et de mieux appréhender, encore une fois, votre trésorerie à venir. En ce qui concerne les mesures d'urgence, on a les reports et exonérations de cotisations sociales, la dégrèvement de taxes foncières sur le non-bâti, le dispositif qui concerne l'activité de chômage partiel, l'indemnisation des arboriculteurs à hauteur de 40% pour les pertes les plus importantes, et puis le soutien exceptionnel dont on a tous entendu parler pour les filières non couvertes par le régime des calamités agricoles, notamment la viticulture. Mais bon, les mesures d'attribution restent encore à déterminer et on verra ça sûrement dans les prochaines semaines. Donc vraiment, je vous invite pour pouvoir gérer au mieux cette cause d'aléa, le gel en la matière, vraiment à anticiper votre besoin en trésorerie, vos stocks, voir tout ce que vous pouvez faire dans un premier temps pour pouvoir au mieux piloter et surtout communiquer avec toutes les personnes qui peuvent vous aider autour de vous, que ce soit vos clients, vos fournisseurs pour voir avec eux en termes de délai ce que vous pouvez faire en termes de délai de paiement, mais également avec par exemple votre interlocuteur bancaire pour renégocier des prêts plus ou moins adaptés et aussi avec votre conseiller d'entreprise, votre conseiller de gestion qui est toujours là pour vous aider. Donc, Julie, je te laisse la parole. Alors, sur la partie salariée, donc le ralentissement de l'activité, effectivement, pose la question de l'avenir des salariés. Il y a plusieurs mesures que vous pouvez activer pour gérer cette baisse d'activité. Alors, en premier lieu, une mesure financière, donc ça va être le report des échéances des cotisations sociales. Ça a été annoncé par le gouvernement. Ce serait la MSA, donc va décaler les échéances comme ça avait été le cas l'année dernière sur la partie Covid. Si jamais vous voyez que ça n'arrive pas au niveau de la MSA, il ne faut pas hésiter à les appeler et à leur demander les échelonnements, de faire sauter les pénalités de retard. Voilà, il ne faut pas hésiter à les appeler. Vous pouvez aussi favoriser la prise des congés payés. Donc ça, c'est possible. C'est toujours une mesure qui est liée au Covid, mais qu'on peut appliquer ici. Avec un accord d'entreprise, vous pouvez obliger vos salariés à prendre 5 jours de congé à des dates que l'employeur juge opportunes. Il y a simplement un délai de prévenance d'un jour avant de leur imposer les dates. Vous pouvez également contacter le FAFSEA, donc aujourd'hui ça s'appelle OCAPIAT, pour connaître les formations qui existent et que vous pouvez faire à vos salariés. Ils ont donc des formations diverses et variées et ils ont également des dispositifs de maintien dans l'emploi pour les entreprises en difficulté. Également, les ruptures anticipées de CDD, donc dans l'idéal des ruptures d'un commun accord, le salarié signe la rupture, vous la signez aussi, et comme ça on évite les litiges et les contentieux. Éventuellement, on pourrait faire jouer la force majeure, qui est une des causes anticipées de rupture des CDD.
Par contre, attention, si jamais l'employeur se sert de la force majeure, il doit verser à son salarié une indemnité qui est égale à ce qu'il aurait dû lui verser pour la totalité des salaires. Donc, c'est-à-dire que si vous avez embauché votre salarié de janvier à juin et qu'on rompt le contrat au 1er mai, vous devez verser une indemnité de votre salarié qui sera équivalente à mai et juin. Voilà, on peut également recourir sur l'activité partielle sur le temps de travail, donc c'est-à-dire faire une demande d'activité partielle auprès de la directe en réduisant le temps de travail, passer vos salariés qui sont à 100% à 50%, tout en ayant pour eux le complément de l'État, ou bien mettre en application l'activité partielle à ce moment-là de manière totale, c'est-à-dire que vous arrêtez l'activité de vos salariés pendant 1, 2, 3 mois ou plus. À ce moment-là, l'employeur doit maintenir quand même une partie de la rémunération. Il sera remboursé par l'État à hauteur de 60% dans le cas de gel, à hauteur de 60% des salaires de ses salariés, et devra l'employeur leur verser l'équivalent de 70% de leur salaire. Sur la partie juridique, la principale difficulté qui peut apparaître, c'est qu'avec le gel, vous allez peut-être pas pouvoir accomplir vos engagements de livraison de récolte, que ce soit avec des intermédiaires, des négociants, voire même avec des coopératives. Vous avez des engagements juridiques avec eux et si vous ne les livrez pas, vous pouvez potentiellement avoir des indemnités ou en tout cas des pénalités diverses et variées. Alors, en droit, on distingue deux types de contrats sur ces livraisons, sur ces engagements de livraison. Donc, soit vous êtes sur ce qu'on appelle une obligation de moyens, c'est-à-dire que vous devez faire tout ce qui est en votre pouvoir pour livrer dans les conditions convenues, notamment dans les délais convenus, soit on est sur ce qu'on appelle une obligation de résultat, c'est-à-dire que le contrat prévoyait que vous deviez livrer tant de matière, eh bien, il faut livrer tant de matière. Voilà. Si tu peux passer, s'il te plaît. Merci. Alors, l'obligation de moyens, déjà pour commencer, c'est quelque chose qui est assez peu utilisé en pratique. On est plutôt sur de l'obligation de résultat. Alors, la première des choses, de toute façon, quand vous avez des engagements, des contrats, il faut déjà essayer de les lire. Lire votre contrat, lire le règlement intérieur de la coopérative si vous êtes associé coopérateur, pour essayer de déterminer dans quelle case vous vous trouvez. Sur l'obligation de moyens, cette obligation, donc, comme je l'ai dit, vous devez faire votre possible pour livrer. Et donc, généralement, sur ces obligations-là, elles sont bordées par un cadre juridique et il est possible que des causes extérieures, comme des intempéries, puissent vous exonérer de vos obligations. Voilà. Je devais m'engager à vous livrer tant d'hectolitres de vin, mais il était prévu qu'en cas d'intempérie, ce montant puisse être réduit voire annulé. La question elle est importante parce que si vous êtes exonéré de votre obligation, ça veut dire que finalement, il n'y a pas de pénalité applicable. Voilà. Alors, je le rappelle, assez peu utilisé en pratique. On est davantage de l'obligation de résultat. Si vous pouvez passer, merci. Pardon. Donc, obligation de résultat, c'est vraiment la majorité des contrats. Obligation de résultat, si tu peux revenir sur la slide d'avant. Merci. C'est pas grave. Obligation de résultat, donc il ne va pas y avoir en principe de clauses ou de conditions qui vont vous exonérer. Et il en ressort que si vous ne livrez pas, eh bien, on engage votre responsabilité. Alors, quel type de responsabilité? Ça peut être le plus souvent des pénalités, des dommages et intérêts à reverser, voire dans le cas de coopératives, pourquoi pas éventuellement l'exclusion de la coopérative avec le remboursement des parts sociales. Voilà. Alors, comment on peut faire pour éviter ces pénalités? C'est simple, hein. La première des choses, de toute façon, en droit, avant même de réfléchir à dans quelle situation juridique on se trouve, il faut évidemment essayer de négocier. La crise, elle ne touche pas que vous,
elle touche beaucoup de monde, donc vous n'êtes pas tout seul. Ça veut dire que, indirectement, il y a quand même vous avez une possibilité d'essayer de négocier, vous n'êtes pas tout seul dans ce cas-là et donc de négocier, pourquoi? Il faut négocier une levée exceptionnelle de l'obligation de livraison. Eh ben, c'est quoi? C'est, eh bien, d'habitude, je livrais tant de matière. Cette année, je ne peux pas. Je ne suis pas tout seul. Donc, exceptionnellement, bah, voilà, j'ai des difficultés. Vous en aurez, tout le monde en aura. Donc, essayons de rester amis, de s'en sortir. C'est très naïf, mais c'est déjà la première chose qu'il faut demander. La deuxième, c'est pourquoi pas, vous vous étiez engagé à livrer, une certaine quantité, et bien pourquoi pas, si c'est possible, d'étaler cette quantité sur les années à venir. Ça sous-entend de ne rien livrer cette année ou de ne pas livrer grand-chose, mais voilà, de faire un peu un report, c'est-à-dire qu'au moins, le négociant ou la coopérative aura sa matière, tout simplement peut-être pas tout de suite, quoi. Voilà. Ensuite, eh bien, si les négociations échouent, si l'intermédiaire que vous avez en face de vous est têtu, si je peux me permettre, qui veut aller jusqu'au bout, la seule possibilité réelle qu'on aura, qui n'est pas forcément prévue dans les contrats, mais qui est quelque chose qui relève de la loi, c'est, la force majeure. Là, vous avez, ce gel qui arrive, vous y êtes pour rien, il semblerait que ça rentre dans les conditions d'une force majeure, voilà, une force extérieure majeure qui vous tombe dessus. Alors, en droit, il y a 3 conditions. La première, il faut que ça soit un événement qui échappe à votre contrôle. Pour le coup, aléa climatique, météo, évidemment, ça échappe à votre contrôle. Cette première condition, elle est forcément remplie. La deuxième, il faut que ça soit irrésistible. Alors, c'est-à-dire que cet événement, il doit être inévitable. Jusqu'à présent, la météo, quand elle nous tombe dessus, on n'a pas trop le choix, c'est inévitable. Et la deuxième, il faut que ça soit insurmontable. C'est-à-dire qu'on ne peut rien y faire. Alors là, en termes de droit pur, ça se discute parce qu'il existe des moyens pour lutter contre le gel, plus ou moins efficaces, évidemment, mais ça pourrait sous-entendre qu'on pourrait essayer de résister à ce gel. Et surtout, la grosse difficulté, c'est la troisième condition, c'est la notion d'imprévisibilité. Il faut qu'au moment où vous avez souscrit votre contrat, vous vous êtes engagé, eh bien, au moment où vous avez souscrit ce contrat, il fallait considérer que la météo n'allait jamais changer et que vous n'alliez jamais geler. C'est une notion de, voilà, il fait toujours beau, il n'y a jamais d'aléa climatique. Et tout va très bien. Le problème, c'est que, en termes de droit pur, la jurisprudence, elle est très mitigée en la matière parce qu'elle peut, elle peut considérer que, on n'est pas à l'abri, de cette météo, et que, bah, en fait, c'est pas qu'on pourrait l'anticiper, mais, c'est pas quelque chose qui est imprévisible. Il y a des années, ça va bien, d'autres années, ça va moins bien. Voilà. Alors sans rentrer dans le détail forcément, mais ça sous-entend que cette force majeure, vu qu'il faut respecter ces 3 conditions, ça va vouloir dire forcément, si on va jusqu'au bout des choses, des tribunaux, pourquoi pas, de la justice, des avocats et en termes de droit, c'est quand même quelque chose qui est très difficile à mettre en œuvre. Le dispositif existe, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut retenir en dernier cas de figure, en plan B, voire même en plan C. Voilà. Alors, une possibilité que vous auriez éventuellement pour essayer de fournir de la matière, c'est ce qu'on appelle l'activité de négoce. Cette année, vous n'allez pas être capable ou forcément capable de produire ce sur quoi vous étiez engagé à livrer. Alors pourquoi pas, si vous le pouvez, eh bien l'acheter à l'extérieur et le revendre à votre intermédiaire. Au moins vous respecterez votre contrat, et on pourra passer le cap et aller à l'année prochaine. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette activité de négoce, alors qui est applicable dans pratiquement toutes les activités, ce n'est pas une activité agricole, c'est une activité qui est de nature commerciale. Je ne produis pas des raisins, j'achète des raisins et je les revends. Éventuellement, j'achète des raisins, je les transforme en vin et je le revends. Ça veut dire que, en termes de droit,
vous n'allez pas forcément pouvoir exercer cette activité d'achat-revente au sein de votre structure agricole actuelle. Normalement, on est censé, sur un plan strictement juridique, scinder ça en 2 activités. J'ai une activité agricole à droite, j'ai une activité commerciale à gauche. Il existe une tolérance fiscale, malgré tout, qui vous permet de garder qu'une seule structure, qui fait à la fois de la production et à la fois, de l'achat-revente. C'est une tolérance fiscale qui fonctionne, qui peut fonctionner en tout cas pour certaines productions. La difficulté qu'on va avoir, notamment pour les viticulteurs, c'est que, les douanes n'acceptent pas ça. Ils se bordent sur ces définitions strictement juridiques. Le commerce, c'est pas de la production agricole, donc il faut 2 structures. Ça veut dire que, de manière générale, il va falloir scinder vos activités en 2, donc créer une structure, enfin conserver votre structure agricole actuelle, qui est entreprise individuelle ou en société, et constituer une deuxième entité juridique, une entreprise individuelle ou une société, selon votre configuration, vos souhaits, pour avoir au final un deuxième numéro SIRET et pour pouvoir faire toutes les déclarations qui en découlent. Je pense notamment pour les viticulteurs, les déclarations aux douanes. Vous aurez une déclaration en tant que producteur, une déclaration en tant que négociant viticole. Voilà. Donc ça veut dire 2 structures, 2 comptabilités, double gestion. Donc ce n'est pas non plus quelque chose qu'il faut prendre à la légère. Mais ça reste un outil qui peut être intéressant pour passer le cap cette année et éventuellement dans les années à venir, pour le futur, qui peut être un outil d'optimisation fiscale, puisque ces 2 entités ne seront pas soumises aux mêmes règles de comptabilité, ni aux mêmes règles de fiscalité. J'aurai par exemple un bénéfice agricole à droite et un bénéfice industriel et commercial à gauche, ou alors un régime d'impôt sur le revenu à droite et un régime d'impôt sur les sociétés à gauche. Et donc l'objectif, c'est si j'ai deux règles comptables et fiscales, eh bien je vais pouvoir essayer de faire du revenu à la fois à gauche et à la fois à droite et conserver, utiliser le meilleur des 2 systèmes pour essayer au final de diminuer votre résultat et votre MSA.